Philippe Lamberts, on continue dans la même veine sur ce... Ouais. Merci. Je vais peut-être poursuivre dans la ligne de Yannick. C'est vrai que ça a été une année noire en Europe. Et on peut se demander, mais combien d'années il leur faut pour réaliser qu'on est quand même sur une voie sans issue? Je me rappelle encore, José Manuel Barroso nous disait au printemps, il y a quand même des limites à ce qu'on peut réaliser avec les politiques d'austérité. Mais je peux vous rassurer, le logiciel de ceux qui aujourd'hui dirigent l'Europe, et ce n'est pas uniquement la Commission européenne, ce sont une majorité de chefs d'État et de gouvernement, et je suis un peu désolé de le dire, trop souvent avec la complicité de ce gouvernement-ci, qui ont en fait un logiciel. Et ce logiciel, il est en fait simple, mais il faut le connaître. Il nous faut de la croissance, verte, inclusive, intelligente, mais il nous faut de la croissance. Et pour arriver à cette croissance, c'est très simple. Il suffit d'abattre trois choses. Abattre l'hydre de l'État des dépenses publiques hors de contrôle. Il faut abattre ce qui plombe notre compétitivité, c'est-à-dire les coûts du travail, entendez les salaires et toute la protection sociale. Et il faut abattre, et Yannick connaît bien ça, ce qu'on appelle pudiquement les barrières non tarifaires au commerce international, c'est-à-dire tout ce que nous avons mis en place comme normes sociales et environnementales. Et donc leur instrument pour construire la croissance, réfléchissez à ça, c'est la hache. La hache avec laquelle on coupe dans les dépenses publiques, avec laquelle on coupe dans les salaires, avec laquelle on coupe dans ces barrières non tarifaires. Et ils prétendent qu'ils vont nous construire l'avenir avec cela et que la croissance est au rendez-vous. Enfin, elle est presque au rendez-vous. Enfin, bientôt, espérez. C'est ce qu'ils disent aux Grecs. Demain, et si pas demain, après-demain. Et donc non seulement leur politique ne marche pas, mais en plus de ça, elle fait payer le prix de la mutation de nos sociétés aux épaules les plus fragiles dans notre société. C'est ça leur logiciel. Et il faut le connaître pour pouvoir s'y attaquer. Et il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer, et de nouveau, pas dans un esprit « Ah, mais ça, c'est la faute de l'Europe ». Rappelez-vous qu'à Bruxelles, lorsqu'on fait des recommandations aux États membres, lorsque Bruxelles dit à la France « Ramenez votre déficit sous les 3%, c'est la Commission qui propose, mais ce sont 28 chefs d'État et de gouvernement qui décident de dire à la France « Réduisez vos déficits ». Ce sont donc les mêmes qui gouvernent dans les États membres qui, réunis à Bruxelles, imposent cette ligne d'austérité. Je pense que c'est une ligne sans issue. On parlera tout à l'heure de solutions, mais c'est une ligne qu'on doit être capable de démonter. De démonter. Non seulement ce sont les plus faibles qui payent, mais en plus de ça, ça ne marche pas. Regardez la Grèce, regardez l'Espagne, regardez le Portugal. Ça ne marche pas. Économiquement, c'est une voie sans issue. Ils prétendent qu'ils sont dans le cercle de la raison. Ils nous regardent de haut. Mais vous savez, quand je discute avec eux et que je leur dis, écoutez, regardons les chiffres. Écoutez, ça doit marcher, me disent-ils. Et si la réalité n'est pas conforme au modèle, c'est que la réalité a tort. Voilà les gens avec qui nous discutons. Merci. Philippe, alors on a parlé de l'austérité au début. Est-ce que pour mettre en œuvre ce projet que nous portons, nous écologistes, on peut échapper, à l'austérité? Est-ce que l'Europe n'est pas trop endettée? Est-ce que tu peux nous donner, parce que je disais que tu effrayais la City, mais de fait, tu as travaillé sur les chantiers et les chemins de la régulation financière, et c'est bien pour ça que tu leur fais peur, parce que tu attaques aussi un certain nombre de lobbies, les lobbies qui étaient évoqués, les lobbies des firmes, qui aujourd'hui ont mis en œuvre ce projet politique au niveau européen. Donc, quelle alternative à l'austérité? Est-ce que l'Europe est-elle aujourd'hui trop endettée, comme on le dit, ou est-ce qu'il y a des chemins de l'espoir? Je suis convaincu qu'il y a des chemins de l'espoir, sinon je ne serais pas ici. Et la première condition, tu y as fait allusion, c'est de redomestiquer la finance. Il n'y aura pas de sortie de crise par le haut pour les Européens si nous ne sommes pas capables de remettre la finance au service de l'économie. C'est la financiarisation de l'économie qui est le moteur premier de l'exploitation des humains et de la planète. C'est là que se trouve le cœur de la bête, et donc c'est par là qu'il faut commencer. Tout le reste tombera à néant si nous ne sommes pas capables de relever ce défi-là. Et là-dessus, en effet, nous avons remporté déjà quelques victoires, mais on est encore très, très loin du compte. Aujourd'hui, dans un pays comme celui-ci, il existe des banques systémiques qui peuvent continuer à se payer le luxe
de faire un chantage permanent aux contribuables. Vous ne pouvez pas nous laisser tomber. Nous privatiserons les bénéfices parce que nous savons que les pertes seront toujours socialisées. C'est le premier chantier. C'est un chantier donc largement encore en cours, mais c'est un chantier sur lequel nous remportons des victoires. Deuxième chantier, il n'y aura pas de sortie de crise par le haut pour les Européens sans une intégration fiscale, sans une Europe fiscale. Si vous voulez mettre en place la taxe sur la transaction financière, si vous voulez enfin faire en sorte que les multinationales payent leur juste part aux revenus des États, qu'ils soient au niveau européen, national, régional ou même local, il faut passer par la case Europe. Si vous voulez faire en sorte que se mette en place un impôt de solidarité sur la fortune au niveau européen, c'est le seul moyen de faire contribuer les patrimoines à la remise en route de l'Europe. Thomas Piketty, qui est un Français et quand même un homme qui est réputé sur les questions fiscales, a fait un calcul très simple. Une taxation d'1% par an des patrimoines de plus d'1 million et de 2% par an des patrimoines de plus de 5 millions rapporterait 2 points de PIB, 260 milliards par an. On parle là de montants qui dépassent de loin celui de la taxe sur les transactions financières. Et enfin, il n'y a pas de réussite fiscale sans une lutte commune contre les paradis, la fraude et l'évasion fiscale. C'est le deuxième chantier, mais là aussi, si nous ne le réglons pas, nous serons condamnés à restaurer, entre guillemets, nos finances publiques uniquement sur le front des dépenses. Il faut qu'on s'occupe du front des recettes et pas un peu comme on dit à Bruxelles. Troisième front de l'action, c'est évidemment la mobilisation pour l'investissement. On a évoqué l'investissement pour nos infrastructures, qu'elles soient énergétiques, nos infrastructures de logement, nos infrastructures de transport et que sais-je encore. Mais ça n'est qu'un des aspects. On ne doit pas oublier la mobilisation dans l'investissement pour restaurer la qualité de nos réserves naturelles. Elles sont une condition de la prospérité, ce n'est pas le résultat de la prospérité. De même, l'investissement dans l'enseignement, l'investissement dans la recherche et l'innovation sont des piliers essentiels d'une stratégie de sortie de crise. Et je terminerai par une chose, l'investissement dans la protection sociale. Et je sais qu'on ne lit pas ces mots d'habitude. Souvent, vous entendez les mots de fardeau de la protection sociale, ou la protection sociale comme la récompense d'une économie qui fonctionne bien. Mais non, c'est une condition de la prospérité. La protection sociale est une condition de notre capacité à créer de la valeur ensemble. C'est par là que ça commence. Je ne pense pas qu'il y a un seul de ces trois piliers qui soit réalisable sans une action commune des Européens. Aucun État européen ne sera durablement prospère au détriment ou malgré la faillite des autres. La seule satisfaction que le plus grand d'entre eux aura, c'est de voir les autres se casser la figure avant lui. Mais le tour de l'Allemagne viendra. N'oubliez pas que 2/3 des clients allemands, c'est le reste de l'Union européenne. Ils ne survivront pas s'ils étranglent leurs clients. Mais ce plaidoyer européen n'est pas un plaidoyer eurobéat, tu le disais au début de notre discussion. Oui, nous disons la solution passe par une Europe plus intégrée, par une Europe toujours plus étroitement intégrée, mais une Europe qui prend un changement de cap radicalement différent. Et là aussi, je pense qu'il s'agit de prendre un cap de rupture. Nous ne pouvons pas nous contenter d'amélioration, de correction de parcours à la marge. Et enfin, troisième élément sur la question européenne, l'Europe ne réussira pas sans être refondée démocratiquement. Plusieurs l'ont dit ici. Il s'agit évidemment que les gens rendent des comptes, mais il s'agit que la décision politique retrouve sa légitimité démocratique. Lorsque la Commission européenne impose à la Grèce de faire des économies dans les pensions de retraite plutôt que dans la défense, c'est un choix politique, un choix qui n'a été validé nulle part. Ce n'est pas acceptable dans une démocratie. Je voudrais encore dire juste un mot. Je voudrais dire un mot de la victoire qu'on a obtenue sur le front des banques. J'y ai participé. Nous avons imposé deux choses dont les grandes banques, ne voulaient à aucun prix. La limitation des bonus et une obligation de transparence comptable pays par pays, condition de la lutte contre la fraude fiscale. Je peux vous dire, parce qu'ils sont venus me le dire dans mon bureau, des grands patrons de grandes banques européennes m'ont ri au nez, m'ont dit de toute façon, ça vous ne l'obtiendrez jamais. Et sur les bonus, il n'en est pas question, vous voulez nous tuer. Et nous l'avons obtenu. Nous l'avons obtenu comment? Parce que, en effet, comme sur ACTA, nous avons pu combiner à la fois la volonté politique dans les institutions européennes avec la pression
de la rue, la pression citoyenne, la colère qui est parfois silencieuse mais non moins réelle de nos concitoyens. Et j'ai envie de dire, la régulation des bonus, l'obligation de transparence comptable, c'est pas dans la loi bancaire qu'on l'a fait, c'est pas dans la loi bancaire française qu'on l'a fait, c'est pas dans la loi bancaire allemande qu'on l'a fait, c'est au niveau européen. Sans l'Europe, on n'y serait pas arrivé. Mais je vais plus loin. Au sein des institutions européennes, sans le Parlement européen, on ne l'aurait pas eu. Ce sont deux propositions du Parlement européen. Et je vais encore plus loin. Au Parlement européen, si nous n'avions pas été là, ces deux propositions n'auraient même pas vu le jour. C'est là que nous faisons la différence. Nous avons, sur ce point-là, comme sur tant d'autres points, des choses à faire valables. Nous faisons aussi peu que nous pesons. Vous imaginez, en pesant 7% du Parlement européen, nous sommes déjà capables de faire la différence. Imaginez que nous soyons 15% du Parlement européen. Voilà en tout cas un argument de vente à l'égard de l'électeur. Je pense que les Européens, nous tous, nous avons un choix à faire en 2014. Et ce choix est un choix entre la peur et le repli, ou au contraire, l'espérance et la mobilisation. Vous savez dans quel camp nous nous trouvons, celui bien sûr de l'espérance et de la mobilisation. Et je voudrais faire écho à ce que nos économistes ont dit. L'Europe ne part quand même pas sans biscuit. Je rigole quand même d'entendre ceux qui disent « oui, mais enfin, l'Europe est endettée, l'Europe va mal, l'Europe a des problèmes ». Regardez nos infrastructures, regardez le paquet de richesses sur lequel nous sommes assis. Le même Thomas Piketty évalue à 60 000 milliards d'euros, 60 000 milliards d'euros, la richesse commune, mais partagée très inégalement, des Européens. Je pense que nous avons les moyens de notre politique. À nous de les mettre en œuvre. Merci. Merci. J'avais envie de vous proposer à chacun un mot de conclusion, mais quelle belle conclusion, Philippe. Je pense qu'on peut rester sur cette conclusion. Le chemin de l'espérance est tracé. Alors, il y a du boulot, il y a du réalisme dans ce qui a été dit, il y a aussi beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de difficultés, mais on peut voir que l'Europe politique, elle existe quand il y a de la volonté. Et je pense que c'est important parce que la question de l'espérance, elle porte aussi le projet politique écologiste. Et je vais juste finir par une citation de René Char que j'aime beaucoup. Il dit, le réel quelquefois désaltère l'espérance, c'est pourquoi contre toute attente, l'espérance survit. Merci, bonne soirée. C'est grâce à Philippe.